Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France. Le jour se lève dans le port d'Erquy, vous le voyez, le phare est encore allumé derrière moi et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette journée sous le signe de la mer. On est donc à Erquy, près du Cap Fréhel, et vous le voyez derrière moi, la Sainte-Jeanne qui nous attend. Alors le temps que l'équipage se prépare, moi je vous emmène pour une petite balade en mer. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Bienvenue dans les Côtes d'Armor à Erquy. Charmant port de pêche, Erquy est connu pour deux choses. Ses jolies maisons en grès rose et surtout son surnom, la capitale de la coquille Saint-Jacques. Ça fait au moins deux bonnes raisons d'y passer une belle journée. Et pour commencer, on a la chance d'être invité à embarquer sur la Sainte-Jeanne, le voilier mythique d'Erquy. En réalité, il s'agit d'une réplique. Depuis plus de 20 ans, des bénévoles se mobilisent pour faire revivre ce patrimoine incroyable. Et l'homme qui est à l'origine de cette histoire, c'est Roland. Roland, on vient de virer de bord, c'était très impressionnant. Donc vous êtes une petite dizaine en fait pour faire cette manœuvre. Comment ça se passe en fait? Disons que le virement de bord, ce qu'il y a de plus dangereux sont les écoutes, les écoutes de voile. Et donc il faut être au moins 5 de chaque bord pour pouvoir les tenir. Et 5 gaillards. Hein. Et 5 gaillards, ouais. La voile par exemple, là, elle fait combien de hauteur et puis de... Là c'est une voile qui fait 90 mètres carrés. Ouais. 90 mètres carrés. Donc il y a une puissance incroyable. Ouais. Tout à l'heure pour la virer, il fallait être 3 gaillards de chaque bord pour pouvoir la virer. Et puis c'est pareil, il y a une technique pour la virer parce on n'a pas le droit à l'erreur. Alors ici on est sur la Sainte-Jeanne, un bateau qui a une histoire, un bateau qui a servi à transporter du grès, c'est ça? Alors c'était surtout le matériau de base à Erquy, puisqu'il y avait des carrières de grès rose, donc une roche de très bonne qualité. Et donc ce qui a permis d'envoyer des pavés jusque, Saint-Malo, mais ça partait encore beaucoup plus loin, puisque l'histoire veut qu'on en retrouve autour de l'Arc de Triomphe à Paris. Ah oui. Parce que ça partait après par Péniche, ça remontait la Seine et puis voilà. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que ce bateau-là, c'était son lest. Donc on charge à peu près 40 tonnes de pavés, c'est énorme, mais c'était son lest. Et donc ça veut dire qu'une fois que c'était déchargé, il fallait trouver un autre lest pour pouvoir naviguer. Sinon le bateau... Et donc ça revenait avec quoi? Par exemple, s'ils emmenaient des pavés, mettons, en Angleterre, à Cardiff, ils revenaient avec du charbon. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de charbon ici, on n'a pas de charbon en Bretagne. Donc il n'y a jamais à vide, quoi. Mais donc ce bateau, t'en as entendu parler depuis que tu es petit? Oui, j'en ai entendu parler avec mes parents, parce que malheureusement mon grand-père, je ne l'ai pas connu bien longtemps, parce que c'était un métier de bagnard, la carrière, donc il est les carrières, c'est là-bas, c'est ça? Voilà. Tout au bout. C'est tout ce qu'il y a sur les pointes. Là, voilà. Ouais. Après, il y a le Cap Fréhel. Cap Fréhel aussi, ouais. Cap d'Erquy, Cap Fréhel. Ouais. Et c'est juste avant la guerre aussi que la Sainte-Jeanne initiale a coulé, c'est ça? Donc elle avait été mise à l'eau en 1912 et elle a coulé en 1938, justement avec un chargement de charbon. Alors il n'y avait pas toujours, pour la petite histoire, il n'y avait pas toujours des pavés. À cette époque-ci, là, c'est la période où on fait du cidre. Ouais. Et donc ils allaient chercher, avec la Sainte-Jeanne, ils allaient chercher des pommes à cidre sur la Rance. Et donc le fils du premier patron de la Sainte-Jeanne que j'ai connu m'a raconté que des fois, au Cap Fréhel justement, quand il n'y avait plus de vent, pas de courant, la Sainte-Jeanne avait un tout petit moteur, elle avançait plus.
Ouais. Et avec un chargement de pommes, c'est gênant. Parce que arrivé à Erquy 3-4 jours après, le cidre il était déjà fait. Oui, Les pommes exactement. étaient cuites. Cuites de chez cuites. Ce bateau, c'est la réplique de la C'est la Sainte-Jeanne réplique. initiale, C'est la réplique. qui a été construite donc, dans les années 90, c'est 90, 93 quoi, 93. Ouais. Le projet a démarré en 90. Ouais. Roland, il y a un moment que j'ai adoré, c'est le moment où le moteur s'est arrêté et voilà, on n'entendait plus que le vent dans les voiles, le bateau filait. C'est ça qui donne envie d'y retourner. Bah, c'est notre plus grand bonheur, hein, parce Ouais. que c'est vrai que pour des raisons de sécurité, on a un moteur à bord hein, pour pouvoir s'arrêter. Mais c'est vrai que dès l'instant où on appuie sur le bouton stop moteur, alors là c'est ça quoi. Puis les voiles nous parlent quoi. C'est-à-dire qu'on voit le phoque, comment il se comporte, la trinquette, la grand voile, on les voit bouger, c'est vivant quoi. Et donc on va sentir justement les changements de cap et il faut être vigilant. C'est le vent qui commande, la houle quand même, parce qu'il faut même un bateau qui fait quand même 52 tonnes, il est quand même sensible à la houle et puis le courant. Quoi. Mais, bon, voilà. Et toi, la première fois que tu es monté sur un bateau, tu avais quel âge? Eh ben j'étais tout petit, j'avais 7-8 ans quoi. Ouais. Et c'était avec qui? C'était C'était avec des oncles qui avaient des petits bateaux de pêche ici, puis on allait pas bien loin, on allait pêcher des maquereaux, puis voilà quoi. Alors qu'est-ce qu'on pêche justement ici? C'est des Ben, maquereaux, un peu. ouais, il y a du poisson plat, il y a du turbo, il y a de la lotte, ça c'est dans les poissons, les crabes, hein, les crabes, les homards, sèches, praires et coquilles bien sûr, voilà quoi. Donc, Mais la coquille Saint-Jacques, et la coquille évidemment. Saint-Jacques, Ouais. voilà. C'est C'est la capitale, non? le grand port de France, ouais, avec ces milliers de tonnes là, de coquilles. Bon, mais c'est vrai que la pêche a été bien organisée, si bien que depuis les potes là, qui sont à bord, qui ont connu les premières heures de pêche de la coquille Saint-Jacques, on pêchait tout le temps. Quoi. On pouvait pêcher 3-4 heures, 5 heures si on voulait. Mais ça partait au pillage. Quoi. Donc ça a été réglementé très très vite. Et du coup, la ressource convient, préservée. est préservée et puis et suffit pour tout le monde. Quoi. Et c'est à quel moment qu'il Alors fallait la chercher? ça a démarré là, ça démarre déjà en ce moment, mais ce sont dans des quotas de pêche mais au large, donc des bancs qui sont très au large où là c'est autorisé. Alors il y avait aussi des bateaux de pêche en fait ici dans l'ancien port. Il y avait une centaine de bateaux de pêche comme ceux qu'on avait, mais ils étaient tous là quoi. Il n'y avait quasiment pas de bateaux de plaisance quoi. J'avais mon Doris, moi, j'avais mon Doris qui était planqué là dans un petit coin. Mais, C'est celui-là le bateau que tu as fait toi-même? Non, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait faire, mais que je me suis payé à 12 ans. À 12 ans Ouais. déjà, ton Ouais. bateau. Ouais. Combien de mètres il faisait? 6 mètres? 6 c'est mètres, ça ouais. Et Donc puis j'avais après, pas de sous pour avoir un petit moteur hors bord, donc j'allais à la pêche à l'aviron. Quoi. Donc en fait, j'ai jamais demandé de sous à mes parents, parce qu'ils n'étaient pas très riches. par contre tu ramenais du poisson. Et donc je ramenais du poisson, et puis les marailleurs du coin, comme ils me connaissaient, m'en achetaient. C'était autorisé. Oh, c'est le petit blouin, on va lui acheter du poisson. Donc j'avais mon argent de poche peinard. Pas très loin du port, j'attaque une petite randonnée sur le cap d'Erquy avec Marion. Elle est animatrice dans ce qu'on appelle le grand site Cap d'Erquy et Cap Fréhel. Marion connaît toute l'histoire du célèbre grès rose que l'on retrouve ici. Tout à l'heure, on est monté sur le bateau qui transportait le grès rose jusqu'à ses clients. Et là, on se trouve dans la carrière, c'est ça? Exactement, donc on est au cœur de la carrière d'Erquy où étaient extraits en fait des pavés ou des boutisses qui allaient alimenter après les grandes villes du Nord et notamment Paris. Et oui, il paraît qu'il y en a eu jusqu'à l'Arc de Triomphe, enfin pas sur l'Arc de Triomphe, mais en tout cas... Mais place de l'Étoile, ouais, ouais, tout c'est à ça. fait. Donc c'était en fait l'entrepreneur qui avait repéré le site, qui était Barrier, avait apparemment des affinités avec le baron Haussmann. Et donc il avait remporté le marché des pavés de la ville de Paris
Et donc il a fallu après alimenter. Alors, je vous présente Marion. Toi, tu es guide en fait nature, hein, c'est ça? Donc, tu emmènes les gens à la découverte du Cap. C'est ça, en fait, je suis animatrice nature au sein d'une collectivité qui s'appelle le Grand Site Cap d'Erquy-Capfrel. Et donc notre mission, c'est de faire découvrir le patrimoine des caps, Cap d'Erquy et Cap Fréhel. Cap Fréhel, c'est un peu la star, c'est ça, hein? C'est ça, c'est celui qui est le plus connu, effectivement, qui a une grosse notoriété. Et le Cap d'Erquy, il est... donc, en fait, c'est son pendant, c'est ça, hein, Exactement, c'est son cousin germain. On va retrouver les mêmes milieux, la même géologie, sauf qu'il est un peu plus intimiste, moins connu. Et puis il a d'autres valeurs ajoutées, comme par exemple les carrières et une histoire un peu aussi particulière. Alors, cette histoire, justement. Eh bien, donc cette histoire, c'est que notamment donc, cette partie-là du Cap d'Erquy, c'est ces carrières de grès rose. Et puis en allant un petit peu plus loin, c'est plutôt l'histoire de la défense des côtes ou du sauvetage en mer. Ce grès rose, il est arrivé là comment, en fait? Alors l'histoire du grès rose, ça date de 470 millions d'années. Donc il faut remonter très très loin, même un peu au-delà, où donc, il y avait une chaîne de montagnes et des particules s'y sont détachées, sont venues s'accumuler en bas de ces montagnes dans des bassins de sédimentation. Et ça a formé en fait cette roche qui s'est associée à de l'oxyde de fer, d'où cette coloration un peu particulière. Et voilà, c'est un peu la particularité de notre territoire. Bon, ça a été exploité jusque quand? Alors, celle d'ici, c'est à peu près jusque dans les années 1920. D'accord. Voilà. Et effectivement, il fallait s'imaginer vraiment une roche complètement nue. Et puis, la nature évolue, reprend ses droits. Et puis maintenant, on a la jonque qui se réinstalle, des saules et plein d'autres espèces. On a un chêne juste en face de nous. Oui, juste en face de nous. Là-bas, on voyait... Ah, il y a du bouleaux. Des bouleaux. Voilà. Pas mal d'espèces différentes, des genêts, des ajoncs. Pas mal de pins aussi qu'on a vu en arrivant. Voilà, pins maritimes. Donc Marion, le Cap d'Erquy en lui-même, c'est celui où on se trouve ou c'est celui un peu plus loin? Alors c'est juste la pointe qui se trouve devant nous, c'est vraiment l'extrémité du Cap d'Erquy, qu'on appelle localement justement la pointe du Cap. Et c'est vraiment magnifique, on voit qu'en fonction des endroits où on regarde, hein, parfois c'est un peu plus vert, parfois c'est un peu plus foncé. Et cette plage, donc c'est aussi une plage qui a été dessinée par les carrières ou Alors oui, complètement, hein, puisqu'en fait ça devrait être une belle plage de sable fin comme on a de l'autre côté du Cap, sauf que les carrières ont déversé en fait tous ce qui n'était pas utilisé, les résidus, et donc c'est venu se mettre au niveau de cette anse qu'on appelle port blanc, sous forme de galets, et donc on n'est plus sur une plage de sable mais sur une plage de galets à l'heure actuelle. Mais ça reste absolument charmant. Oui, on voit quand même différentes couleurs de galets qui expliquent un peu la géologie locale. C'est magnifique. Cet endroit a aussi une postérité importante dans le monde de la bande dessinée. Tout à fait, puisque figurez-vous que le village des Irréductibles Gaulois, c'est vous? C'est nous, voilà, était en lieu et place en plein milieu de la lande, et on a quand même quelques signes qui disent qu'on raconte pas que des bêtises, et notamment à l'extrémité en fait du Cap, vous avez 3 pierres. Ouais. Et qui à l'entrée de l'album de Astérix et Obélix qu'on voit dans la loupe, les 3 pierres qui correspondent aux 3 pierres du Cap d'Erquy. Donc les Irréductibles Gaulois, en fait, alors comment on appelle les habitants d'Erquy? Les Réginéens. Ce sont les Réginéens. C'est ça. Si le Cap d'Erquy a inspiré Uderzo pour le village d'Astérix, c'est peut-être parce que plus jeune, il venait passer ses vacances ici. Un petit peu plus loin, j'ai une autre merveille à vous présenter, l'îlot Saint-Michel. Il faut surveiller la mer car on ne peut y accéder qu'à marée basse. Au sommet de l'îlot se dresse une petite chapelle. J'ai rendez-vous avec Jacques pour découvrir son histoire. Jacques, on a une vue magnifique sur cet îlot Saint-Michel. On vient de traverser à pied parce que c'est marée basse. Oui. Mais cette chapelle, sinon, elle est entièrement entourée des flots. Elle est entourée, effectivement. Donc ce passage en galet n'est pas facile pour les personnes âgées, hein, parce que parfois c'est glissant. Ça se mérite, hein. C'est vrai qu'effectivement, on a dû marcher avec beaucoup d'attention. Oui. Alors il y a une tradition monastique très forte ici, puisque en fait, le lieu a été occupé par des moines pendant des années. Pendant des siècles. Hein. Les premières traces, c'est du XIVe siècle. On a des documents du XIVe siècle. Et jusqu'avant la Révolution, les moines étaient propriétaires de l'îlot. Et cette chapelle, alors elle n'était pas exactement comme ça à l'époque, mais il y a toujours eu un lieu de culte ici. Voilà. Et en fait, si celui-ci existe aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à vous. Oui, on l'a restauré maintenant.
depuis une vingtaine d'années, oui. C'est vrai cette chapelle était en triste état parce que la guerre de 39-44 était passée par là. Il y avait des traces d'obus et puis il n'y avait pas de toiture en ardoise, donc l'humidité entrait dans la chapelle. Vous veniez en vacances ici depuis toujours Oui, en fait. depuis tout petit, oui. Et après ça a été un coup de cœur cette chapelle Ah et vous oui. vous êtes dit quand il faut je suis faire quelque arrivé chose. en retraite, effectivement, on s'est dit avec quelques amis, il faut réparer cette chapelle parce que elle est très belle finalement. Et... On peut la découvrir? On peut D'accord, rentrer? on y va. Allez. Cette chapelle, elle est encore utilisée pour le culte ou... C'est plutôt actuellement une chapelle qu'on visite sur le plan historique. Hein. Quelle est l'histoire d'ailleurs de cette chapelle et de ce lieu en particulier? Ouais. On sait qu'il y a eu plusieurs chapelles différentes qui ont été construites. Ça a toujours été ce lieu, un lieu de culte d'abord. Hein. On a des traces depuis le XIVe siècle. Les moines venaient ici, avaient construit un oratoire et ils venaient prier, et notamment au moment du pardon à la Saint-Michel. Et à la Saint-Michel, fin septembre, ce pardon partait des roches dont on a parlé tout de suite, les roches prêcheresses, et les fidèles montaient ici jusqu'à la chapelle. Saint-Michel, c'est un saint qu'on retrouve beaucoup sur le littoral breton. Oui. Hein, enfin, Oui. alors, nous ne rentrerons pas dans le débat sur le Non. Mont Saint-Michel, mais Oui. c'est un saint qui est particulièrement présent dans la région. Saint-Michel, c'est un archange d'abord. Saint-Michel, dit-on, est le chef des anges. Et je pense, pour ma part, que finalement c'était une protection. Il protégeait les pêcheurs, les marins et peut-être la population locale contre l'envahisseur ou contre le mauvais temps. Depuis l'îlot Saint-Michel, on aperçoit le célèbre Cap Fréhel et ses falaises de grès rose. La spécialiste des caps, vous la connaissez déjà, c'est Marion. Je pars donc la retrouver. Marion, on vient de voir un fou de bassan, c'est ça? Tout à fait, en vol. Alors c'est un oiseau qui est assez grand, non? C'est ça? C'est un oiseau qui peut faire jusqu'à 1,80 m d'envergure. Alors ils vivent ici? Ils sont non. de passage? Ils sont que de passage sur le Cap Fréhel, puisqu'en fait c'est un oiseau qui va plutôt nicher du côté de Pérouse-Guérec, mais on est sur sa zone de capture et de pêche. Par contre, on a une colonie, plusieurs colonies d'oiseaux qui sont installées sur notre site ornithologique qui s'appelle la Fauconnière. La Fauconnière, oui, qu'on a vu là-bas tout à l'heure. C'est ça, 2 grands îlots. Le Cap Fréhel, c'est donc ce phare aussi qui est assez récent en fait, c'est ça? Voilà, qui est emblématique du Cap et qui, donc celui-ci est assez récent puisqu'il date de 1950. Il a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale suite au dynamitage du précédent par les Allemands qui avaient investi le site. C'est un lieu de promenade important. Alors je vois qu'il y a un balisage qui est en cours, hein, c'est ça? Alors oui, donc du coup le Conservatoire du littoral a acquis certaines parcelles du Cap Fréhel et donc sont arrivés effectivement avec toute une requalification, c'est-à-dire des nouveaux aménagements sur le Cap Fréhel pour accueillir mieux les visiteurs et aussi surtout préserver le site. Donc on est à la fois dans une démarche touristique mais aussi une démarche écologique. Exactement, de préservation. Et donc cette démarche, elle porte un nom même parce que on est en opération Grand Site depuis 2012. Et l'objectif de cette opération Grand Site, c'est d'obtenir un label qui est le label Grand Site de France. Donc on espère l'avoir d'ici 1 an ou 2. Et donc il y a plein d'aménagements qui sont réalisés sur les 2 caps pour justement essayer de l'obtenir. En tout cas, moi je vous octroie le label Site magnifique. Parfait, merci. Vous n'avez pas oublié qu'en début d'émission, je vous ai dit qu'Erquy est surnommée la capitale de la coquille Saint-Jacques? Moi, pas du tout. Et comme le soleil commence à tomber, je pars me mettre au chaud dans les cuisines de Denis, qui nous attend. Tous à vos carnets, il nous a prévu une recette très facile à refaire à la maison. Chef, Denis, qu'est-ce qu'on mange ce soir alors? Bah écoute, t'es venu à Erquy, donc capitale de la coquille Saint-Jacques. Bah donc ouais. on n'a pas le choix que de préparer une coquille Saint-Jacques luttée sur une fondue d'endive aux légumes de saison et au thym citronné. Alors tout est de saison parce que la coquille Saint-Jacques, là donc on est fin octobre, c'est le moment où on commence à la pêcher, hein, Exactement, la coquille est uniquement pêchée au large actuellement. La baie va bien pas tarder à ouvrir dans quelques semaines.
Est-ce que tu aurais une recette qu'on pourrait... Moi, j'aimerais bien pouvoir refaire ça chez moi. Ah, bah Alors- avec plaisir. Il vous suffit de 2 coquilles Saint-Jacques creuses. Ouais, Je dis bien creuses. creuse. Hein. Donc du coup, là, j'ai préparé une fondue d'endive. Après, c'est relativement simple. Une fois les endives et le mélange fait, vous disposez cette compotée de légumes au fond d'une coquille creuse. Par la suite, je viens poser mes noix de Saint-Jacques, je cite bien crues. Et donc après, j'ai acheté du thym citronné. Ah, ça sent très très bon ça. Ah ouais, j'adore. Et donc je viens égrener un peu dessus les feuilles de thym sur mes noix de Saint-Jacques. Donc là, je dispose quelques crônes dessus. Donc après, j'ai trouvé aussi quelques pâtissons. Alors il y a des jaunes, il y a des verts. Hein, voilà, je les disposés en 4. Et c'est en train de devenir très joli en plus Ouais. d'être appétissant. Hein. Voilà. Bon. Et donc c'est là où intervient la petite astuce. Je reprends ma coquille creuse, je la dépose sur l'autre. Voilà, comme ça. Et donc après j'ai va pris du fermer. feuilletage, j'ai acheté du feuilletage également. Voilà, j'ai fait quelques bandes, hein, vous voyez, qui va. Et cette bande de feuilletage avec le jaune d'œuf va me servir à coller tout le tour. Ah, Pour, génial. pour pouvoir, donc, dans le fait Un de dire petit étuvée quoi. voilà, lutter et pour que après la chaleur reste bien à l'intérieur. Et donc après, c'est tout simple. Hop, Magique. voilà. J'en fais le tour comme ça. Voilà. Donc après, pour bien dorer la pâte, je rebadigeonne de jaune d'œuf toute ma pâte. Et alors ça, tu vas le cuire comment au four? On va le cuire au four pendant, je dirais, 8 minutes à 200 degrés. Au four. Et on referme. Et voilà. Parfait, c'est parti pour 8 minutes, 8 à 9 minutes. Et on va découvrir l'œuvre de l'artiste. Voilà. Toute belle, toute dorée. Magnifique. Magnifique. Déjà, ça sent très 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 bon. Ah, et on sent vraiment très très bien l'odeur Ah ouais, du mettons- thym, du mettons thym le nez, citronné, c'est génial. Voilà, tout est chaud, tout est cuit, donc il n'y a plus qu'à consommer. Oh, c'est formidable. Mm. C'est excellent. Et alors c'est très différent d'ailleurs des Saint-Jacques qu'on peut faire de manière un peu classique avec le beurre à l'ail, etc. Ouais. Et on sent plus justement, enfin je trouve que ça met plus en valeur peut-être le goût de la En Saint-Jacques. fait, le fait d'avoir une cuisson qui est un peu à l'étouffée, où toute la chaleur reste à l'intérieur, provoque un peu aussi où elles vont le rester moelleuses, douces. Bah, merci chef. De rien, au plaisir. On va passer, on va le finir à côté. Exactement. Allez, on y va. La recette de Denis est vraiment excellente et je vous invite à la refaire chez vous. Vous l'avez vu, c'est très facile. Juste avant de se quitter, je vous laisse avec notre série sur les pièces de la Monnaie de Paris. Notre tour de France des pièces de la Monnaie de Paris avec le regard de Jean-Paul Gaultier nous emmène en Bretagne. Et qui de mieux pour nous en parler que Jean-Guy Le Floch, le patron d'Armor Luxe et leur célèbre rayure. Ouais, ça doit être le phare d'Egmul, je pense. Voilà. Ouais. Faire la coiffe de la bigoudaine. Ouais. Non, c'est sympa. Et puis en plus, la robe est rayée. Cette pièce de la Monnaie de Paris que je découvre, elle est vraiment superbe. C'est vraiment la Bretagne. Et c'est la Bretagne de chez nous, en plus du Finistère, parce qu'on a la chance d'y découvrir une jeune bigoudaine coiffée par un phare, avec à l'horizon un très beau voilier. Ça représente la plaisance en Bretagne. Je crois qu'il y a un filet de pêche. Voilà, on est vraiment dans le Finistère, au bout de la Bretagne. Et voilà, pour représenter la Bretagne, le fait que ce soit des images du Finistère, c'est superbe. Avec là quelques symboles forts aussi de la Bretagne, la mairie de Rennes, le pont de Recouvrance, un vieux gréement. Voilà, je crois qu'il y a à peu près tout. Et il y a surtout, pour nous c'est important, il y a surtout sur cette pièce beaucoup de rayures. Voilà, et ici on est dans le monde de la rayure. Alors je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais la bigoudaine est habillée d'une robe rayée. Et pour nous ici qui sommes les rois de la rayure, c'est peut-être pas vrai, mais nous sommes en tout cas les tenants de de cet effet vestimentaire breton indéniablement. Et pour nous c'est essentiel.
c'est un double honneur de découvrir cette pièce. D'abord, c'est une pièce bretonne, et ensuite, c'est une pièce qui émane du monde de la rayure, parce que Jean-Paul Gaultier est notre meilleur ambassadeur. Hein, il apparaît toujours en tricot rayé, celui de la marine. Nous, on en fabrique 400 000 par an, donc c'est un vrai bonheur de voir cette pièce avec une belle robe rayée. Voilà, c'est inattendu, là aussi, mais voilà, c'est très beau. Pour nous, c'est un vrai beau symbole et c'est aussi quelque part un gage de reconnaissance de cette entreprise, au-delà d'être un gage de bonheur affiché pour une Bretagne heureuse. Je crois que je vais l'offrir à mon dernier petit-fils qui a presque 2 ans. Et voilà, ça fera un bon souvenir. Dans 20, 30, 50 ans, il pensera encore à son papy et il pensera encore à sa Bretagne chérie. Une pièce de monnaie à offrir donc ou à collectionner que vous retrouvez dans vos bureaux de poste, chez les buralistes participant à l'opération et évidemment sur monnaiedeparis.fr. Dans le prochain épisode, on se retrouvera dans les Alpes. Les savoir-faire de la Monnaie de Paris vous accompagnent en Terre de France.